Bonjour à tous. Donc, on continue avec les tableaux multiples. Je vais faire un petit zoom par rapport à la vision très globale et très exhaustive, je trouve, que vous a présenté Mostafa Kanari sur les différentes méthodes, à la fois exploratoires et supervisées. Donc là, on est vraiment dans un cadre supervisé, dans des tableaux multiples, par rapport à ce qu'a présenté Mohamed, où on pouvait avoir un appareillement soit des observations, soit des variables. Là, on est dans un cadre où, en fait, on a les mêmes observations et des variables qui sont partitionnées en blocs, parce qu'elles sont liées à différents types de mesures. Benoît Jaillet vous a montré ce matin, sur les mêmes observations, des spectres qui peuvent être proches infrarouge ou infrarouge. Bref, on a plusieurs blocs. Donc ici, j'ai repris différents cas de figure qui avaient été présentés par Osculson, où finalement, pour du traitement de données de tableaux multiples, dans une approche exploratoire, on est à ce niveau-là, on n'a pas forcément de lien entre ces blocs. On cherche à dégager, comme l'a dit Mostafa Kanari, des directions principales. On peut avoir finalement un bloc à expliquer, que j'ai appelé ici X4, qui serait le bloc Y de réponse, et puis pourquoi pas finalement tous les concaténer. On reviendrait à, par exemple, faire une PLS. Ici, on va se situer à ce niveau-là, où on a un bloc de réponse, que j'ai noté X4, et qui par la suite sera Y, par rapport à différents blocs de données, donc appareillés sur les observations, avec des variables qui sont différentes. La taille du tableau est plus d'un point de vue graphique. On peut avoir un nombre de variables très différentes d'un tableau à l'autre. Et puis dans Osculson, il travaille beaucoup en contrôle de process, on peut avoir un cadre supervisé où finalement on a une idée de séquentialité. Et on veut suivre des paramètres. On peut se dire aussi que pour ces traitements multiblocs, on a une partition des X, ici X1, X2, mais aussi on a une partition des Y, qui serait X3, X4, et puis le cadre très général qui est le pass modeling que Mostafa Kanari vous a abordé. Donc là, ici, on va s'intéresser on va faire un zoom sur cette structure-là et comparer trois méthodes. PCOM-DIM, qui a été proposée dans le cadre d'une thèse par Angelina El Ghazari de notre équipe, et puis deux méthodes qui sont plus anciennes et puis largement éprouvées pour MBPLS, et voir finalement quelles sont les différences. Donc on reste dans un cadre PLS, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous a présenté Mostafa Kanari, des matrices W, W étoile, on va plutôt s'intéresser à W, c'est du fait de corrélation entre les variables. PLS, ça permet aussi de décrire les relations entre les observations, de décrire les relations entre les variables. Donc ça offre à l'utilisateur finalement des représentations graphiques pour mieux comprendre les modèles, et en même temps un modèle de régression pour prédire ou pour expliquer notre bloc de réponse Y. Et puis finalement on est sur cette idée d'algorithme séquentiel. Alors j'aurais plutôt une approche algorithmique ici, où finalement à chaque étape on va déterminer une dimension, et une dimension après l'autre, grâce à une procédure de déflation où on va régresser chacune des composantes à chaque étape. Donc dans le cadre multibloc, finalement, quelle va être la différence par rapport à on fait ça où on considère la structure a priori en bloc, ça va être de pouvoir dégager des composantes par bloc, en plus de la composante globale. Et ça va être aussi de permettre d'identifier, de déterminer l'importance de chaque bloc dans la réponse Y. Et se pose la question, par contre, de la procédure de déflation, vu qu'on détermine des composantes par bloc, on détermine aussi des composantes globales. De manière consensuelle, quand on fera la déflation, on régressera sur les composantes globales. Alors, si on reprend la méthode multibloc dans le cadre supervisé qui est la plus utilisée, MBPLS, finalement, j'ai repris la partie ici algorithmique, qui avait été définie par Wangen et Kowalski, qui est reprise dans l'article de Westerhuis, où en fait on a ce bloc Y, on a des blocs X appareillés sur les observations, pas forcément sur les variables, et finalement on va chercher des composantes par bloc, donc pour chacun des blocs qui sont en relation optimale avec ce U. Et quand on regarde cet algorithme qui est un algorithme itératif, finalement qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer un U. On va faire une PLS 1 sur chaque XK pour déterminer chaque composante par bloc.
Et puis après, on va essayer de les lier par une composante globale qu'on appellera T. Voilà, T. Et finalement, cette composante globale T, c'est une combinaison linéaire de nos composantes par bloc. Elle résume, et elle aussi, finalement, on l'obtient par une régression PLS1 de U sur, cette fois-ci, une matrice où l'on aurait concaténé toutes les composantes par bloc. Donc les contraintes que l'on se fixe sur ce modèle, finalement, c'est que les vecteurs des poids sont normés. Et finalement, ça revient, en termes de critères, à maximiser la somme sur l'ensemble des blocs, si on a K blocs de données, de la covariance carrée entre la composante par bloc et puis U, la composante qui résume notre bloc de réponse Y. Et puis, Mostafa Kanari vous a dit, voilà, les salientes c'est propre à P comme DIM. Finalement, et ça nous donne l'importance des blocs, finalement, pour être objectif, dans MBPLS, vous avez aussi une notion d'importance de bloc qui va être donnée par... je peux l'utiliser, peut-être plus simple. Voilà. Qui va être donnée par ce alpha K, par le coefficient associé à la composante par bloc. Et puis, assez vite, Westerhuis ou Myrti-Vivien ont montré que finalement, cette procédure qu'on avait sous forme procédurale, pas forcément sous forme de critères, où si on la traduit en forme de critères, on maximise bien les covariances carrées entre chaque composante par bloc et U, bah, c'est équivalent finalement à maximiser la covariance carrée de la composante globale T avec la composante pour Y qui est U. Donc là, on retrouve le critère de PLS. Donc finalement, la MBPLS, c'est une régression PLS. Quel est l'intérêt alors finalement de faire une MBPLS? C'est qu'elle vous permet de dégager, d'identifier, ce que vous pouvez faire très bien a posteriori, des composantes par bloc, donc de faire de représentations pour chacun des blocs de données. Et puis, elle permet également d'identifier une importance de chacun des blocs dans sa relation avec Y pour chacune des dimensions. Et donc voilà, c'est pas mal déjà. Donc si on continue maintenant sur HPLS, qui a été présenté un peu plus tard, donc Hierarchical PLS. Alors la grosse différence avec la multibloc PLS finalement c'est faire une PLS. Hierarchical PLS, on a finalement, on va retrouver ces matrices que Mostafa Kanari a appelées les W, donc les WY ici, les WK ici. Et finalement, dans HPLS, la différence majeure, c'est que c'est T qui va être normé. Donc il n'y a plus de normalisation sur les poids, sur les vecteurs de poids. T est normé, donc la composante globale est normée. Et la grosse différence aussi qui va jouer sur la méthode, c'est que les composantes par bloc, elles ne sont pas reliées à U, elles ne sont pas reliées à Y, elles sont structurées autour de T. C'est ce que vous avez ici. Donc finalement, vous voyez que finalement, cette composante en lien avec Y, elle ne sert à rien dans l'algorithme. Elle va être construite, elle va être calculée ici, mais finalement, ce qui va jouer, c'est déterminer T et déterminer les TK. On oublie les Y. On peut, par contre, toujours pareil, de la même façon, identifier des importances de blocs, que l'on a alpha K. Je les ai mis au carré, parce qu'en fait, on peut avoir des alpha K négatifs, si par bloc, la composante par bloc est corrélée négativement avec la composante pour Y. Mais ce U, il est un peu particulier. C'est comme si vous mettiez une contrainte sur la composante globale qui résume Y. Vous la contraignez à être dans cette direction avec T. Donc, ce qui peut en fait poser quelques problèmes sur la méthode. Quand Mostafa Kanari vous disait des performances un peu moindres, c'est en particulier lié à ce fait-là, de cette contrainte. Par contre, la contrainte globale, le critère global reste le même. On maximise la covariance entre les composantes par bloc, pour chacun des blocs, et la composante globale pour Y. Les contraintes sont différentes. On n'a plus de contraintes sur les vecteurs de poids, on a une contrainte sur la composante globale T.
Et donc on en vient à P comme DIM par rapport à ces deux autres méthodes. Donc ce que vous a présenté Mostafa Kanari, donc je ne vais pas refaire, je le referai en plus beaucoup moins bien. Donc il y a ces fameuses matrices de produits scalaires WK et on essaye d'approximer. Ça c'est pour comme DIM. Pour P comme DIM, finalement, on prend en compte aussi le bloc de réponse Y en utilisant la matrice de produits scalaires sur les Y pour former cette matrice mixte qui va être un produit des produits scalaires sur les X et sur les Y. Et on va essayer d'approximer au mieux pour l'ensemble des blocs de données, donc pour les K blocs. Donc on va dégager des composantes globales sur les X, qui seront notées T, qui sont standardisées, des composantes globales sur les Y, qui sont notées U, et donc là on voit en amont du critère finalement une matrice diagonale qui est une matrice des poids qu'on appelle salience, et qui va refléter pour chacune des dimensions l'importance du bloc XK dans sa relation avec Y, donc ce qui est ici. Et donc, en fait, on va chercher à maximiser un critère qui est très proche des autres méthodes, puisqu'ici, en fait, on peut retrouver TK. Ici, le U est normé. Donc, T est normé, comme dans HPLS. U est normé. Donc, on a une direction principale sur les Y. Et ici, on a une notion de U tilde, qui serait le U de tout à l'heure. Voilà. Et donc, en fait, on arrive de manière algorithmique à quelque chose d'assez simple. Toujours pareil, de manière séquentielle, dimension par dimension. On va chercher en fait la meilleure combinaison de T et de U. En partant d'un T, on va déterminer des composantes locales sur Y en se servant de cette matrice SK. Et en prenant en compte T, on va concaténer l'ensemble de ces composantes par bloc sur Y pour en déterminer la direction globale commune. Et puis, une fois qu'on a eu, on va faire la même chose exactement pour le bloc des X, en essayant de déterminer, en cherchant à déterminer pour l'ensemble de ces composantes par bloc, la direction principale, la direction qui les résume le mieux, et ça va nous donner T, et on va itérer. Et donc, on a en même temps cette notion de salience qui apparaît, voilà, alpha K, donc toujours pareil, je les mets au carré, qui finalement nous retraduit cette matrice SK avec le vecteur normé U et le vecteur normé T. Et donc, TK et le utile. Alors, si on regarde maintenant sur un exemple ces trois méthodes, comment elles vont se comporter. Donc, c'est un exemple qui a été proposé par Douglas Rutledge avec son équipe pour de l'analyse de RMN temps domaine. Donc, 8 signaux que vous avez ici. 8 signaux et qui portent sur des mélanges amidon-lignine, en faisant varier des paramètres de forme, de concentration de lignine et de taux d'humidité pour la conservation. Et donc, il y a eu des répétitions dans les mesures, si bien qu'en fait, on arrive à 58 échantillons. Si on regarde d'abord en termes de performance, donc on a deux variables qu'on considère comme qualitatives, la forme avec deux modalités, et puis le taux d'humidité, et puis une variable qu'on considérera comme quantitative avec la concentration en ligne. Alors si on regarde les taux d'erreur, donc taux d'erreur, vous voyez que finalement vous avez ici les trois méthodes qui vont décroître. On est à peu près à une stabilité sur trois composantes, avec finalement des performances, si on regarde MBPLS et puis P comme DIM, qui sont relativement semblables sur ces trois composantes. Vous voyez, et aussi pour HPLS. HPLS, finalement, par contre, a un taux d'erreur un petit peu plus élevé pour Y2, pour la concentration lignine. Il lui faudrait une composante supplémentaire, et on voit que finalement, on n'arrive jamais à être à peu près au même niveau que les deux autres méthodes. Maintenant, si on regarde les corrélations entre les composantes globales pour ces trois méthodes, donc sur les T, on s'aperçoit que finalement, la première composante, donc pour la première dimension, on a des résultats qui sont très proches, donc des composantes qui sont quasiment très, très corrélées, donc quasiment les mêmes, que ce soit sur MBPLS, HPLS ou P comme DIM, à un signe près d'inversion.
Par contre, en fait, il va y avoir une différence à partir de la deuxième et de la troisième composante, dimension. Et on voit que finalement, la deuxième et la troisième dimension vont différer le plus entre eux, ce qui pourrait paraître assez étrange, parce que le critère n'était pas si loin, et puis la norme avec la contrainte sur T, entre PCOM-DIM et HPLS, où finalement là on a des directions qui sont prises, qui sont différentes suivant ces deux méthodes. Alors là, si on regarde les loadings pour PCOM-DIM, si on regarde plutôt la deuxième et la troisième dimension, on voit que finalement sur cette deuxième dimension, c'est des loadings qui sont assez tranchés. On a ici la séparation avec les différents blocs. Et on voit que finalement, il y a très peu de blocs qui vont jouer pour ces dimensions. On focalise sur un petit nombre de blocs, ici X3 et X5. Et de même, pour la troisième dimension, finalement, PCOM-DIM, il va s'attacher à une direction importante et qui va être restituée simplement et principalement sur X7. C'est ce qui est confirmé à partir des importances de blocs, alors ce que j'ai appelé salience pour reprendre le terme qu'on utilise pour PCOM-DIM. Première dimension, on est à peu près à des importances de blocs similaires, quelles que soient les méthodes. Et par contre, on voit bien que la différence se joue à la deuxième dimension. Les déflations sont exactement les mêmes, quelles que soient les méthodes utilisées, où là, PCOM-DIM va chercher vraiment à trouver une direction forte et donc va mettre en relief plutôt deux blocs, le X3 et le X5, liés à GS, je pense. Et puis, alors que sur MBPLS, on reste sur une moyenne, mais c'est ce que vous avez expliqué, Mostafa Kanari, finalement, on cherche le maximum d'informations sur tous les blocs donnés. On a quand même ces X3, X5 qui apparaissent importants. Et puis HPLS, on est quasiment ailleurs avec le X7 qui intervient comme importance de bloc et qui va aussi intervenir pour la dimension 3. Alors que finalement, ce bloc X7, on le voit surtout sur PCOM-DIM apparaître sur la dimension 3. Donc finalement, ça donne une vision beaucoup plus tranchée des importances de blocs qui vont permettre de construire ces directions globales sur les tableaux X. Et donc c'est ce que vous avez aussi sur l'inertie expliquée. On a les mêmes résultats qui sont cette fois-ci présentés sous forme d'inertie restituée par les composantes sur X. Et si on refait plusieurs cross-validations pour voir un peu la stabilité et puis l'évolution, on s'aperçoit que globalement on a les mêmes résultats que le premier transparent que je vous avais donné sur la validation croisée, c'est-à-dire que pour forme et puis humidité, on a des résultats comparables suivant les méthodes, et puis par contre HPLS finalement n'arrive pas, est toujours un peu en deçà sur le taux de concentration. Voilà pour l'exemple. Et donc en conclusion, donc, on a trois méthodes multiblocs dans un cadre supervisé, PCOM-DIM, MBPLS et HPLS. Elles ont la même vocation, il n'y a pas de... c'est vraiment les mêmes objectifs. Finalement, prendre en compte l'importance des blocs, restituer à l'utilisateur les importances de blocs, permettre d'investiguer les relations. Elles diffèrent parfois dans les critères à optimiser et surtout sur les contraintes que l'on fixe, soit sur les composantes globales, soit sur les vecteurs de poids. Et par rapport à PCOM-DIM et MBPLS, on est à peu près sur les mêmes performances de méthode. HPLS un petit peu moins, mais vraiment c'est sûrement lié à ce critère. C'est pour ça que Mostafa Kanari réfléchit et vous a proposé une alternative. Et puis en termes d'algorithmique, bon, on peut être sur des algorithmes IPA. Je vous ai présenté là aussi un algorithme qui est un peu plus direct et peut-être un peu plus intuitif. Et puis oui, il y a des extensions un peu naturelles et là ça rejoint ce qui a été présenté avant pour prendre en compte des chemins entre les tableaux autres que cette analyse K plus un tableau. Voilà. Je vous remercie.